Au début, c'était la mer, c'était pas les baleines, sincèrement, là. Mais en commençant en travaillant à Mingan, c'est là que je me suis rendu compte qu'on connaissait pas grand-chose sur les baleines bleues. Chaque question avait pas de réponse. Pour moi, sortir en mer, c'est pas un travail. C'est pas du tout un travail. Quand on sort en mer, pour moi, c'est des vacances. Grâce à l'obtention d'une bourse Canada-Mexique, Diane Gendron débarque pour la première fois en 1988 à La Paz, une petite ville de la Basse-Californie du Sud. Sa passion de la mer, son audace et un peu de chance vont lancer une carrière peu ordinaire de façon inusitée. Puis je me rappelle, j'ai lu la petite annonce qui disait, premièrement, parler espagnol. Pas de problème. Deuxièmement, je ne parlais pas espagnol vraiment. Deuxièmement, écrire un projet, enfin, en relation avec pas de problème. Et puis, à ce moment-là, j'ai su que je m'en viendrais étudier ici. J'ai pas douté une minute. C'est vrai que j'étais peut-être cow-boy, j'avais pas vraiment peur. Mais à 20 ans, on n'a peur de rien. Après avoir complété sa maîtrise en biologie, Diane se voit offrir un poste permanent au centre de recherche Sissimar afin de diriger, pour le Mexique, des projets sur les mammifères marins. La Paz devient sa terre d'adoption. Il y a une chanson qui dit « La Paz, c'est un port d'illusions ». C'est la chanson de La Paz. Je pense que c'est vrai. Pour moi, en tout cas, ça a été comme une genre d'illusion. On venait faire une maîtrise puis qui s'est changée en une vie, là. La moitié de ma vie, je l'ai vécue ici, dans une petite ville qui a beaucoup à donner, autant au niveau du désert qu'au niveau de la mer. Pour survivre ici, il faut aimer un ou l'autre, ou les deux. Je suis pas mexicaine, mais je suis pas non plus seulement canadienne, québécoise. Je suis un mélange. Puis je me sens mélangée aussi. Même si le golfe de Californie, qu'on appelle aussi mer de Cortez, foisonne de baleines en hiver, il faut à l'équipe de Diane 1 à 2 heures de navigation en direction du large pour repérer les premiers mammifères. On arrive proche d'une petite île qui s'appelle l'Isla Ballena, l'île La Baleine. Et puis elle a la forme et la silhouette d'une baleine bleue qui monte en surface. Donc on pense que le nom de l'île La Baleine vient du fait qu'il y ait des baleines bleues dans la région. Dès son arrivée à La Paz, Diane apprécie le golfe de Californie pour la richesse de sa vie marine. Un écosystème parfait pour la recherche, une véritable pouponnière pour la baleine bleue. C'est pas seulement un endroit riche et diversifié, c'est le plus diversifié au monde. C'est ici qu'on peut trouver toutes les espèces qui migrent de grandes baleines, toutes sans exception. Chaque année, étudiants et stagiaires partent en mer avec Diane et Siro, le capitaine du Sissimar 15, pour une dizaine de voyages d'observation d'une durée de 4 à 6 jours chacun. Malgré ses 30 mètres, le plus gros animal vivant sur la planète n'est pas toujours facile à repérer. Finalement, les baleines bleues, ce qu'on voit de leur comportement, ça dure 2 minutes en surface. Le reste du temps, ils sont en dessous, puis on les voit pas. Ça se passe très rapidement. Ils sont en train de respirer, puis ils repartent encore, que c'est difficile pour nous d'étudier le comportement de ces animaux-là. Donc, c'est pour ça qu'on est tellement en retard à comparer à l'étude sur les éléphants ou sur les grands mammifères en Afrique ou sur les singes même. Parce que ce qu'on voit, c'est très restreint. C'est en hiver que l'équipe du Sissimar 15 sort en mer pour aller à la rencontre des baleines bleues. Et c'est en hiver que le golfe de Californie est le plus riche en nourriture. C'est donc pour Diane Gendron une période de grande fébrilité. Pourtant, si on en croit la littérature scientifique,
les baleines jeûneraient en hiver. Bien, c'est pas du tout vrai pour les baleines bleues. Encore moins pour les femelles avec leurs petits. Ils ont vraiment besoin de s'alimenter. Ils ont besoin de beaucoup d'énergie parce que les petits grossissent super rapidement. En moins de 6 mois, ils sont quasiment prêts à s'alimenter par eux-mêmes. Donc, la femelle doit donner beaucoup de son énergie en forme de lait, évidemment. Et dans le cas de la baleine bleue, elle est spécialisée pour trouver les agrégations de krill, qui ne doit pas être facile à trouver. C'est comme des genres de nuages dans l'eau, là, finalement. On ne sait pas encore comment elle trouve son alimentation. Mais on sait qu'elle s'alimente à une certaine densité de ces organismes-là, qui sont des petites crevettes là, qui s'appellent krill ou euphausides. Moi, j'ai l'impression, quand on navigue comme ça, qu'on cherche les baleines, quand on n'est pas super occupé, là, c'est une façon de méditer un peu. Tu médites sur ce que tu es en train de faire, puis souvent, c'est là qu'on a des nouvelles idées qui sortent, là. Ah, OK, vamos. Muy bien. On vient de trouver une baleine. C'est ça, c'est une façon de renouer avec l'écosystème. Moi, ça me fait penser beaucoup, en tout cas. Ça me donne des idées. Ça fait du bien. Diane est arrivée trop tard. La baleine avait déjà plongé. Malgré cela, l'équipe peut quand même travailler. On échantillonne des matières fécales en surface pour faire différents types d'analyses, là, autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau de la santé des individus. Donc, en regardant au microscope, on peut voir certaines parties qui reviennent toujours. Puis on s'est rendu compte qu'on voyait toujours une espèce de petite corne qui se répétait. Puis finalement, en regardant dans les livres, en étudiant les euphausides, je me suis rendu compte que c'était les mandibules d'euphausides. Chaque espèce a une mandibule différente. Donc, en faisant ça, on peut voir les espèces de krill que les baleines s'alimentent, puis la grosseur en plus. Ouh, elle est mal! Ouh, elle est mal! Il y a certains individus qui ont une odeur très répugnante. Dépendamment de la direction de la baleine en fonction du vent, on va souvent recevoir ces jets d'eau-là ou ces jets de poumons dans le visage. Puis avec ma collègue Karine, qui, elle, est une généticienne, zoologiste, j'y en parlais souvent. Les souffles sentent pas bon, puis on reçoit ça, tu sais. Puis je disais même, faut se nettoyer les lunettes. Puis c'est là qu'on a eu l'idée d'échantillonner les souffles pour aller voir c'est quoi qui forme cette espèce de senteur-là. C'est-tu vraiment une bactérie ou c'est... On n'est pas encore arrivé à la conclusion, mais par contre, on sait que certaines baleines, par l'analyse génétique moléculaire du souffle, peuvent avoir des grippes, mettons, ou des pneumonies, etc. Et là, ça plonge. Elle est plongée, Edith. Elle est partie. Elle est plongée. Après une journée bien remplie, le moment est venu pour Diane et l'équipage d'amarrer le bateau pour la nuit. Évidemment, c'est un petit bateau de 28 pieds, donc on reste pas en mer la nuit. On s'ancre à l'endroit le plus proche où on a laissé nos baleines. C'est très rare qu'on finisse notre travail avant que le soleil se couche. Une journée, c'est jamais assez long, donc on en profite du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, là. Oh, tortilla de maïs. Gracias. Ça permet d'avoir une relation plus intense. Finalement, je me trouve
un peu chanceuse de pouvoir partager ça avec les étudiants. J'arrive à les connaître beaucoup plus en étant plusieurs jours comme ça dans un petit bateau, là. Moi, j'adore. Avant de repartir en haute mer, l'équipe s'affaire à tout ranger et prépare d'avance le dîner. L'espace restreint requiert une discipline hors pair, autant pour le matériel que pour les relations humaines, qui peuvent être mises à rude épreuve. Les moments d'intimité n'existent pas vraiment ici. La photo nous permet d'identifier l'individu. Les éléphants sont identifiés par les oreilles, les girafes par les marques qu'elles ont dans la pigmentation de la peau. Bien, les baleines bleues, on les identifie par la pigmentation qu'ils ont sur le flanc, sur le côté. Donc, en prenant cette photo-là, on peut facilement comparer avec tous les individus qu'on a, puis on peut retrouver si on a déjà photographié cet animal-là. Donc, c'est notre façon de reconnaître les individus. En plus d'identifier les baleines, la photographie permet de mesurer leur longueur. Pour ce faire, la méthode traditionnelle était plutôt compliquée et onéreuse. Il fallait louer un avion et son pilote, s'assurer que le bateau était suffisamment proche de la baleine pour avoir une référence visuelle et prendre en compte l'altitude pour avoir une mesure exacte. Bref, pour Diane Gendron, il était temps d'innover. Elle propose donc à un de ses étudiants en maîtrise de se pencher sur la question. El principal objetivo es desarrollar un método fotogramétrico para estimar la longitud total de las ballenas azules que se encuentran presentes en el Golfo de California. Este método es basado en tomar secuencias fotográficas de la ballena azul desde un bote pequeño. Con estas secuencias fotográficas es posible obtener una estimación de la longitud de cada ballena que nosotros avistamos. Donc maintenant, on a, à part de connaître les animaux, savoir qui c'est, on sait le sexe, mâle ou femelle, puis maintenant, on sait combien il mesure. Puis bientôt, à la fin de sa thèse, on va pouvoir avoir une idée peut-être de l'âge à peu près, pas l'âge exact, mais adulte, assez vieux ou juvénile, enfin. Donc, on va avoir beaucoup plus d'idées de qui on a affaire dans tous les individus qu'on connaît. Donc, il y a énormément de potentiel. Pas juste pour lui, mais pour d'autres équipes. Par exemple, les gens du Québec, le Mingan, ils seraient intéressés sûrement à utiliser cette méthodologie qui est simple pour pouvoir mesurer leurs individus de leur population. Pendant l'hiver, l'équipe vivra des dizaines d'allers-retours entre la mer et la terre. Lorsqu'elle enseigne au CICIMAR, le centre de recherche en biologie marine de La Paz, Diane adopte aussi une approche plus personnelle avec ses étudiants. Le fait d'être avec des étudiants, ça l'ouvre d'autres portes puis d'autres questions. À chaque thèse, il y a une nouvelle idée qui sort. Parce que étudier les mammifères marins ou les baleines, c'est pas juste regarder leur comportement, par exemple. On va chercher des questions qui vont beaucoup plus loin que ça, hein, au niveau génétique, au niveau moléculaire, au niveau chimique, biochimique. C'est jamais pareil, c'est jamais ennuyant. C'est une grosse baleine, mais finalement, ce qu'on voit en surface, c'est pas si gros que ça. On faisait des farces souvent. Tu lances une flèche aux plus gros animaux de la planète, ça doit pas être difficile, non? Mais finalement, il y a des fois que c'est difficile. Contrairement à la simple prise de photographie, faire la biopsie d'une baleine bleue commande une technique et des précautions bien particulières. Le rôle du capitaine est d'une grande importance.
Donc, on doit s'approcher plus vite puis plus proche un peu. Donc ça, Siro, il calcule quand est-ce que ça va être bon, puis quand est-ce que non. La baleine est vraiment trop loin, ça ne donne rien de s'en aller trop vite puis de perturber un peu la baleine pendant ce temps-là. Donc, on attend. On attend le moment pour prendre la biopsie. Non. C'est donc là, non. Vu d'une baleine qui mesure 100 pieds de long, notre petite pointe, c'est un peu comme une, moi je dirais une mouche noire, là, tu sais, qui nous laisse un petit point rouge, là, qui vient manger un petit morceau. Une mouche à chevreuil, je dirais. C'est vraiment, c'est fatigant, mais bon, c'est pas plus douloureux que ça, là, finalement. Allez, c'est bien, on la voit toute, Ouhouhou! Bien. Youhou! Sí, sacó, ¿verdad? Ok. Muy bien. Los mamíferos marinos, en especial, son muy interesantes porque te reflejan lo que está pasando en el ecosistema. De hecho, en muchos estudios los han llamado bioindicadores de la salud del ecosistema. Les biopsies sont monnaie courante. Ce que l'on peut apprendre d'un simple échantillon de peau est très varié, à tel point que Diane s'est demandé s'il était possible de les utiliser à d'autres fins. Pouvait-on pousser l'audace jusqu'à étudier la migration de la baleine bleue avec ces résultats? Géraldine, son étudiante, en fait actuellement l'objet de sa maîtrise. En analysant biochimiquement la peau, utilisant le carbone et le nitrogène, on peut détecter où est-ce que cette peau-là a été formée. Tu vas besoin d'un gros morceau, là. ¿Eso es la retícula? Ouais. En mi estudio lo que yo encontré es que la piel tiene información sobre las áreas de alimentación en donde la ballena azul estuvo en el pasado, ya que basándonos en que todos somos lo que comemos, los isótopos estables que están en el krill se van a reflejar o van a cambiar hacia la piel de la ballena azul. Alors, c'est un peu ça que Géraldine elle a fait. Elle a pu détecter cette signature-là du golfe, puis ça va lui permettre maintenant à explorer la migration des baleines bleues sous différentes formes. Terminado el día. Arroz mexicano. No fish, I'm sorry. Maybe tomorrow. Chaque moment passé sur le bateau est précieux. Après le souper, Diane en profite pour passer en revue les photos de la journée avec Christian. Pour elle, ces moments font partie du plaisir d'être ici. Pourtant, sa terre adoptive et la mer de Cortés sont de plus en plus menacées. On veut transformer la Sissimar Kinsey en bateau pirate la nuit, faire peur aux autres bateaux. Leur faire peur un peu, comme la Basse-Californie, quand les gens disent qu'il y a des bandits là, sur la route, ça, tant mieux. Je veux dire, il va y avoir moins de monde qui vont venir. T'sais, quand il va y avoir une autoroute à 2 voies là, de Tijuana ici, là, ça va être rempli, hein? Ça l'est pas parce que la route est difficile, puis elle est plus dangereuse, puis il y a des bandits, puis... Non, je fais des farces, là, mais... je fais des farces. Depuis les derniers 20 ans que j'habite ici, il n'y a pas eu beaucoup de développement, sauf à peu près il y a 8 ans. Autant au niveau des petits quartiers développés à l'extérieur de La Paz et au niveau touristique. On voit même d'ailleurs ici la partie du Mogote, c'est un gros développement avec des golfs, des gros hôtels, puis probablement une marina aussi. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de touristes. Ça change énormément. Il va y avoir plus de bateaux, plus de bruit. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les baleines vont faire? S'ils sont venus dans cet endroit-là depuis des centaines et des centaines, des milliers d'années,
Ils vont probablement trouver un autre endroit. Enfin, il y a d'autres personnes qui pensent qu'ils vont continuer de venir, puis c'est peut-être ça qui va faire en sorte que ça va être pire, parce qu'ils s'en iront pas ailleurs pour se protéger des bateaux, des collisions, du bruit, etc. Je pense qu'au niveau du futur, ce qui va arriver, c'est ça, un développement des côtes. En plus, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau ici. Donc, il va falloir désaliniser l'eau. Comment on désalinise l'eau? Avec l'électricité. Comment on produit l'électricité? Avec du pétrole. Donc, il va y avoir plus de bateaux de pétrole qui vont rentrer dans le Golfe, plus de possibilités d'un désastre écologique avec le pétrole dans la mer. Tout ça me préoccupe énormément, sauf que qu'est-ce que je suis, moi, pour arrêter ça? Personne ne peut arrêter le développement. Tout ce qu'on peut faire, c'est orienter le plus possible à que ça soit mieux planifié, surtout pour la conservation du Golfe. On se voit pas vraiment comme partie de l'écosystème. Nous, on gère l'écosystème. C'est ce que l'humain fait, finalement, mais moi, je pense qu'on devrait essayer d'être un peu plus, faire partie de l'écosystème. Être plus conscient de notre rôle, de faire en sorte qu'on soit plus en harmonie, mais on est rendu tellement dénaturé que c'est quasiment impossible de penser comme ça, là. Tout est relié, finalement. Notre façon de gérer la planète va nous revenir dessus, c'est sûr. Ouais. Mais le gros problème, c'est la superconsommation avant la surpopulation. Et puis ça, changer le monde, c'est pas évident. C'est vraiment beau, hein? On dirait que chaque minute, ça change. Hein? Cada minuto cambia un poco.